Je suis chargé d'introduire ce débat. Pourquoi maintenant? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes entre l'anniversaire de Tchernobyl et l'anniversaire de Fukushima. Et tous les ans, depuis de nombreuses années, nous avons l'habitude de faire soit une petite manifestation devant la stèle, qui est la stèle aux irradiés, inconnue, qui est sur le port de Biélette, mais sur le terrain d'un propriétaire antinucléaire qui est membre du CA, qui doit être là d'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure dans la salle. Et nous avons aussi la possibilité, tous les ans, d'utiliser cette salle. Yves Lenoir est déjà venu l'an dernier nous parler du problème de Tchernobyl encore aujourd'hui. Donc, la municipalité de Flamanville n'est pas antinucléaire, hein, mais elle se donne une image démocratique. Elle n'utilise pas Enercop, mais elle utilise bien sûr l'électricité d'EDF, ça va de soi. Et donc, mais tous les ans, en tant qu'association membre des CLI, d'une part, et dont le siège est dans le canton, donc notre association a le droit à utiliser cette salle gratuitement. Ce que nous utilisons, et il est important que nous existions, non seulement par des gens qui sont membres du CRILAN à Flamanville même, mais aussi que nous existions en pratiquant un certain nombre d'initiatives comme celle que nous prenons aujourd'hui. Alors, remerciement bien sûr à la municipalité de Flamanville. Ça aurait pu être pire, hein, dans le secteur qui est quand même complètement acquis au niveau de ses élus. On est au nucléaire, on est quand même ici en terre de mission. Alors, pourquoi profondément, pas seulement par rapport à l'hommage qu'on veut rendre aux victimes du nucléaire, mais aussi parce que la situation actuelle est quand même assez importante. Certains journalistes nous ont déjà posé la question, mais pourquoi est-ce que vous faites ça maintenant? Pourquoi, alors que les questions ont déjà été discutées dans cette région depuis de nombreuses années? La réponse que nous avons, c'est bien sûr le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans n'importe quelle situation du nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire a fini par admettre que l'accident était possible. On vient de distribuer les pastilles d'iode dans le secteur, mais un secteur extrêmement restreint. Et puis les pastilles d'iode, vous savez bien, ne protègent pas du césium, du strontium, du plutonium, etc. Donc, c'est aussi le moment où on nous a amené la cuve il y a maintenant plus d'1 an, et le couvercle de cuve, il y a seulement quelques semaines, à Dielette, à Flamanville. Dielette, c'est Flamanville. Et donc, cette cuve, dont tout le monde reconnaît aujourd'hui que les aciers ne sont pas conformes aux réglementations. Réglementation de 2005-2006, mais également de 1974. Cette cuve et son couvercle auraient été retoqués dès cette époque-là, en 1974. C'est-à-dire qu'on nous a présenté le PR comme la centrale nucléaire la plus sûre. On peut dire aujourd'hui, c'est pas nous qui le disons, c'est un ancien Raoult Piassi, comme on dit, haut placé, hein, à EDF, qui nous a dit, mais c'est la centrale la moins sûre de France, en l'état actuel des choses. Ça veut dire quoi? Que s'il y a une pression trop importante sur cette cuve et sur son couvercle, eh bien, on peut avoir un problème d'accident grave, et donc les problèmes de dispersion de la radioactivité nous concernent évidemment. Donc, nous sommes aujourd'hui intéressés, bien sûr, par ce problème de l'effet des faibles doses ou des doses les plus importantes, en fonctionnement normal, c'est-à-dire dans les normes, que valent les normes, et éventuellement en situation accidentelle. Donc il n'y a pas de hiatus, en quelque sorte, ou de contradiction
entre le fait d'organiser ce rassemblement et le fait, ce rassemblement aujourd'hui sur les effets des faibles doses, et puis le fait que nous voulions organiser aussi un rassemblement d'opposition au démarrage de l'EPR, dont vous avez vu tous les défauts, pas seulement celui dont je viens de vous parler, du couvercle et de la cuve elle-même. Bon, donc, voilà l'introduction que je voulais vous faire. Pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi aujourd'hui, pas seulement par rapport aux accidents qui se sont déjà produits, mais par rapport donc à l'avenir qui nous attend. C'est le moment de se mobiliser. Voilà ce que je voulais vous dire, et j'espère ne pas avoir trop parlé, puisqu'on dit que je cause trop. C'est important de pouvoir questionner ce sujet depuis 20 ans. À l'époque, effectivement, le professeur Thiel avait effectivement publié une étude dans laquelle il mettait des doutes sérieux sur les risques environnementaux liés à de faibles doses de produits dont les dangers sont incontestables à forte dose. Dans le Cotentin, ces sujets, effectivement, sont sensibles, car notamment la question du tritium radioactif et des autres radionucléides qui sont émis dans l'air et dans l'eau par l'usine de Lague, mais aussi les réacteurs 1 et 2 de Flamanville. C'est un sujet de préoccupation pour le Crélan, mais pas seulement pour lui, aussi pour l'accro. En effet, on nous parle d'un accroissement en fonctionnement normal, comme le disait tout à l'heure Didier, fonctionnement normal, et on peut imaginer aussi accidentel, des doses susceptibles d'être émises demain par le père à cet égard. Mais sans oublier la bien évidemment, qui émet des doses importantes. À ces rejets s'ajoutent ceux du site de l'Andra de la Hague, et un rapport de l'ACRO, nous avons des amis de l'ACRO qui sont présents aujourd'hui, un rapport de l'ACRO de juin 2013 pointait une terrible évidence: l'Andra n'arrive pas à gérer ses déchets sur une dizaine d'années. Donc notre hypothèse est qu'il n'y a pas de dose radioactive sans risque. C'était un peu l'accroche de cette journée. En effet, les travaux de recherche des scientifiques qui ont enquêté sur les effets sanitaires de Tchernobyl ont croisé les études et les pratiques des scientifiques aux côtés de la population de Fukushima. On peut à cet égard citer les travaux du Forum scientifique et citoyen de Genève de 2012 et de 2014, qui ont notamment mis en évidence le rôle du césium radioactif dans les cardiopathies infantiles. Les comparaisons épidémiologiques publiées comme l'étude Goddard de 2006 laissent entendre que les seuils de dose ne peuvent plus être considérés en dose maximale, car une autre donnée doit être prise en compte. C'était ce que disait l'étude Goddard: les faibles doses et la nature des patients, enfants, filles, jeunes femmes en particulier, entrent en jeu. Une autre étude, plus sur le versant des travailleurs, coordonnée par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, de juin 2015, montre que l'exposition prolongée à des faibles doses de radioactivité accroît le risque de décès par leucémie chez les travailleurs du nucléaire. Enfin, la CRIRAD, et vous verrez les différents aspects proches de notre journée, la CRIRAD nous informe que la Commission européenne a élaboré un projet de règlement fixant les niveaux maximaux admissibles, les NMA, de contamination radioactive qui seront appliqués aux aliments en cas d'accident nucléaire. Donc on le voit bien en croisant ces différentes approches qui sont... Excusez-nous, on entend très mal. Alors en croisant ces différentes approches, il s'agit aujourd'hui d'une journée grand public, qui, dans une approche historique, et on le verra avec Yves Lenoir, scientifique et médical, on le verra avec Anita Bomoni, mais qui traite du nucléaire civil et militaire. Mais pas simplement pour les populations, on est aussi dans une approche qui concerne les travailleurs. Donc je remercie les intervenants qui ont accepté donc, de passer une journée avec nous pour traiter de ces sujets et partager l'information. Donc je vais prendre ta place, Pierre, pour le diaporama dans lequel tu vas nous parler effectivement de l'irradiation et de la contamination avec les valeurs réglementaires, puisque effectivement, Pierre, tu es donc de l'ACRO, une association déclarée à la préfecture du Calvados, qui est agréée de protection de l'environnement dans le cadre de la région normande. Et l'ACRO fait des études de terrain, notamment pour l'étude des contaminations. Et si tu veux en dire plus, Pierre, il n'y a pas de souci. Je vais déjà tester. Bon, le micro marche, c'est déjà une chose. Je vais peut-être me placer ici pour ne pas gêner et pour pouvoir voir ma présentation. Alors, je crois qu'on a pris un peu de retard.
ma présentation était prévue pour 40 minutes, donc je vais peut-être essayer d'accélérer sur certaines diapos. Donc l'approche je ne présente pas, vous connaissez je crois tous. Pour présenter ce que l'on m'a demandé de présenter, c'est-à-dire les normes, j'ai besoin de revenir sur quelques points qui ne me semblent pas négligeables, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la dose, c'est une question que quelqu'un me posait justement à l'instant. Les voies d'exposition, revenir sur les effets biologiques pour comprendre les valeurs limites et les niveaux de référence. Ensuite, j'évoquerai rapidement l'évolution des normes. Et enfin, je dirai quelques mots sur le débat sur les faibles doses en titre d'introduction. Alors d'abord, qu'est-ce que la dose? Eh bien, la dose, c'est lié à des rayonnements qui peuvent être des rayonnements particuliers, des particules ou des ondes électromagnétiques. Mais il faut que ces particules ou ces ondes aient une certaine énergie. Je ne vais pas rentrer dans les détails des valeurs, mais il faut qu'il y ait une certaine énergie pour qu'elles puissent, et c'est important ce qualificatif, ioniser, c'est-à-dire arracher des électrons à la matière. Alors l'origine de ces rayonnements, c'est soit des appareils électriques, un générateur électrique pour faire une radio, c'est produit des radiations ionisantes. Et enfin, c'est les atomes radioactifs qui sont instables. Je ne détaille pas ce schéma pour gagner un peu de temps. Donc, on a des atomes qui sont instables et qui, pour retrouver leur stabilité, car ils veulent se tendre vers une stabilité, vont émettre des particules, par exemple ici une particule alpha qui est très lourde, et parfois, parce qu'ils n'ont pas acquis la stabilité voulue, émettent des rayonnements qui sont ici des rayonnements gamma. Typiquement, c'est le radium-226. D'autres atomes, comme par exemple ici le cobalt, va émettre une particule plus légère, un rayonnement bêta, et ensuite il va émettre des rayonnements gamma, là également très pénétrants. Donc ce qui nous intéresse, ce sont ces radiations particulières ou électromagnétiques, et comprendre comment ça fonctionne. Alors ces particules, ces rayonnements électromagnétiques ou particules, quand ils vont frapper la matière, ici, ce schéma, mettons que ce soit par exemple le corps humain, eh bien il va y avoir des comportements très différents. D'une part, certains rayonnements vont déclencher des ionisations très intenses, et ils ne vont pas aller très loin dans la matière. Mais là où ils vont déclencher ces ionisations, il y aura un nombre considérable d'ionisations. Par exemple, ici, une particule alpha de 5 mètres, 3300 ionisations par micron, par millionième de mètre, voilà le nombre de perdions qui est créé. D'autres rayonnements vont créer des ionisations, des grappes d'ions qui vont être créées, mais ils vont traverser toute la matière. Ils sont particulièrement pénétrants. C'est ce qui fait qu'on peut faire une radio en mettant ici un film derrière. Donc vous voyez que ce comportement, il est important et il est lié à la nature des radiations. Alors là, je vais passer un peu plus vite, mais il faut qu'on parle le même langage. Ça donne quoi? Juste pour bien comprendre, à chaque fois qu'on arrache une paire d'ions, quand on arrache un électron, on va déposer de l'énergie dans la matière. C'est ça la dose. C'est fondamental, il faut déjà comprendre ça. À chaque fois que je vais arracher les particules, puis les rayonnements ionisants, vont céder de l'énergie à la matière. Et donc, ça se traduit par ces ionisations. Donc, cette énergie physique, on va parler du gré, on peut parler en joule, on peut parler en électronvolts, peu importe, on va parler en gré aujourd'hui. C'est la dose absorbée, c'est une dose physique. C'est combien d'énergie ces particules déposent dans la matière sur leur parcours. Maintenant, comme vous l'avez vu à l'instant, ces rayonnements n'ont pas tous la même toxicité. À dose égale, certains rayonnements, ils sont tous dangereux bien sûr, mais certains rayonnements vont être plus dangereux que d'autres. Donc, on va introduire ce qu'on appelle un facteur de pondération qui va permettre de graduer la toxicité de ces rayonnements. Et là, on va passer à une autre notion qu'on appelle la dose équivalente à un tissu ou à un organe. On est ici avec de la dose biologique, et c'est ce qui nous intéresse. Et à ce moment-là, l'unité qu'on va employer, c'est le sievert. Autrefois, les plus anciens se souviennent qu'on parlait en règle. Quand on a des doses à un organe, à un tissu, on peut recevoir des doses à plusieurs organes, plusieurs tissus. À ce moment-là, on essaye d'avoir une représentation corps entier de la dose reçue. Et là, on parle en dose efficace. L'unité est toujours le sievert. Donc, ça veut dire qu'on va donner une certaine pondération pour chaque tissu
et organes. Et puis quand il s'agit de contamination interne, on va lui rajouter un petit mot qui est important, c'est la dose efficace engagée. Quand on parle en dose efficace engagée, on sait qu'on est en contamination interne. Alors quelles sont les voies d'exposition? On va parler d'irradiation et de contamination. Vous avez par exemple ici une source radioactive et un individu est à proximité. Si cette source émet des rayonnements pénétrants, il est irradié des pieds à la tête, c'est ce qu'on appelle l'irradiation externe. Par contre, des substances radioactives peuvent être dispersées dans une atmosphère, dans un environnement. Et à ce moment-là, à partir du moment où elles sont présentes dans l'atmosphère, le risque, c'est une contamination par différentes voies. D'abord la voie inhalation, je respire, ça va dans les poumons. La voie ingestion. Alors, en radioprotection, on considère qu'en milieu professionnel, le risque dominant, c'est l'inhalation. Pour le public, le risque dominant, c'est l'ingestion. Tout ça, c'est du global. Il y a aussi une voie importante qui est la voie transcutanée, à laquelle on doit faire attention, notamment au milieu professionnel. C'est quand il y a une blessure et la barrière qui est la peau n'est plus fonctionnelle, ça rentre directement dans le corps. Enfin, il y a une exposition là, externe qu'on appelle cutanée, c'est les dépôts par exemple sur la peau, et ça donne de l'exposition externe tant que c'est présent sur la peau, mais à un moment donné, certaines substances peuvent franchir la barrière cutanée et rentrer dans l'organisme, et à ce moment-là, ça devient une contamination interne. Alors c'est là important pour comprendre comment on peut faire de l'évaluation d'exposition liée au rejet. Toute installation nucléaire a obligatoirement des rejets atmosphériques et des rejets dans un milieu aqueux, soit la mer, soit un fleuve. Pour comprendre ces voies d'exposition, ça veut dire qu'un individu, lui, va être soumis à la fois à une exposition externe par un environnement radioactif, des rejets à nuages radioactifs. Si ce nuage en particulier est lessivé par de la pluie, eh bien, il y aura des dépôts au sol, mais cet individu, il respire, donc il va aussi se contaminer par inhalation. Donc il reçoit de l'exposition externe du nuage, il se contamine par inhalation, et comme il y a des dépôts au sol, il reçoit aussi une exposition externe venant du sol. Mais comme également il mange, soit pour des produits marins, soit pour des produits terrestres, eh bien, il se contamine à travers cette voie qui constitue la chaîne alimentaire. Alors, une fois qu'un individu est contaminé, comment ça se passe? Eh bien, ce schéma qui nous est proposé par la CIPR, qui est un petit peu ancien, qui est toujours d'actualité, montre les différentes voies d'exposition qui sont d'abord l'appareil respiratoire par inhalation, le tube digestif par ingestion, mais aussi la peau, avec des lésions voie transcutanée, ou à travers la peau par une absorption directe. Tout ça, ça passe dans les fluides, et en particulier la lymphe, le sang, et tout ça, ça circule et ça va à différents organes. Certains organes sont électifs, c'est-à-dire qu'ils vont plus particulièrement fixer certains corps bien particuliers. Vous connaissez tous l'exemple de la glande thyroïde qui va fixer de l'iode que l'on aura inhalé lors du passage, par exemple, d'un nuage de rejet radioactif. Eh bien, ce schéma, il est intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez ici comment est-ce qu'on peut surveiller des expositions. D'une part, ce qui se fait en particulier dans l'industrie nucléaire, quand on demande aux travailleurs de se moucher dans un mouchoir, c'est parce qu'on peut analyser ces mouchoirs, c'est une possibilité de surveillance. Quand on fait des frottis sur la peau pour surveiller également, ou alors quand on fait ce qu'on appelle de la radiotoxicologie, c'est-à-dire en regardant les becquerels qu'on va retrouver dans les urines et dans les fesses, à la fois les becquerels et la nature des radionucléides. C'est ce qui permet de remonter et de faire de l'évaluation de la dose. Alors les effets biologiques, juste un mot. Alors ces effets biologiques, ça a un peu varié dans le temps le discours. Si vous retrouvez dans un de vos greniers un almanach Hachette qui date de 1926, vous verrez que finalement les radiations c'était quelque chose d'extrêmement positif. Vous voyez ici, je prends que ce paragraphe, le traitement radioactif, une autorité le décrit comme un parfait fécondant pour le corps humain. Donc quand on sait
les effets des radiations justement sur cette fonction, c'est quand même délicat. C'est un élixir de vie, de jeunesse, de jouvence. Et puis en plus, c'est le seul traitement spécifique contre l'artériosclérose. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, un petit peu de radium, c'est utile. Alors ça, j'exagère, c'est 1926. Vous allez me dire, oui, bon, on a changé depuis. Bien, dans un travail que l'ACRO a fait l'année dernière, à partir, vous avez vu, d'un certain nombre de produits de consommation, des housses de matelas, des papiers peints, etc., mais surtout des protections hygiéniques pour les dames. On avait analysé ces serviettes hygiéniques, montré qu'il y avait des substances radioactives dedans, de façon non anodine, parce que c'est les descendants du thorium qui sont très radiotoxiques. Et le site, quand il le propose, alors ils ne vous vendent pas en vous disant le bien-être est lié à la matière radioactive. Ils vous le vendent en vous disant ce bien-être, il est lié à des ions négatifs. Sauf que ce qui crée des ionisations, et bien justement, c'est les radiations ionisantes. Et donc, avec ça, vous avez tout. Si vous êtes fatigué, n'hésitez pas. Si vous avez des migraines, si votre système immunitaire est déplété, si vous avez des problèmes de tension, de stress, si vous voulez régler, y compris les problèmes de déficience sexuelle et tout, ça règle tout. Ça, par contre, c'est aujourd'hui, et c'est ce que l'on vend encore aujourd'hui. On n'est plus en 1926. Les effets biologiques, en fait, juste ce schéma pour vous montrer l'importance de la prévention dans ce domaine. C'est que si un individu est irradié à l'instant t égale 0, ce qui se déclenche dans son corps, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la base des dégâts biologiques, c'est ces fameuses ionisations. Ça, c'est la base. C'est pour ça qu'on parle de radiation ionisante et que ce qualificatif est important. Et vous voyez, le temps d'apparition, c'est 10-15 secondes. Les réactions qui vont suivre l'apparition de radicaux libres et de réactions moléculaires, c'est 10-9, 10-6 secondes. Vous voyez qu'on est de l'ordre de la nanoseconde. Et en temps nanoseconde, vous n'avez aucune possibilité d'intervenir. Donc il faut évidemment miser sur la prévention. On n'a pas, étant donné ces événements initiaux, de possibilité de réagir. Mais les effets qui vont en découler, eux, peuvent être dans les mois, les semaines, voire des années, voire des dizaines d'années quand il s'agit de cancer radio-induit, voire dans la descendance quand il s'agit des effets génétiques. Alors, sans entrer dans les détails, juste pour comprendre ce que je vais évoquer sur les normes, on classe aujourd'hui ces manifestations pathologiques chez l'homme en deux grands groupes. D'une part, des effets déterministes, c'est des effets qui généralement sont immédiats, ont une traduction clinique, on les voit de façon clinique, et surtout ce sont des effets à caractère obligatoire. Ça veut dire que 100% d'une population irradiée va manifester ces événements, mais à partir d'un seuil de dose. Au-delà de ce seuil de dose, on les voit. En dessous, on est censé pas les voir, avec un bémol sur ce qu'on pourrait appeler des hypersensibilités, que je ne vais pas avoir le temps de traiter. Donc là, deux aspects importants dans ce mode d'exposition. Est-ce qu'il s'agit d'une irradiation aiguë et globale, c'est-à-dire quelqu'un qui est irradié des pieds à la tête par une dose forte, ou est-ce qu'il s'agit d'irradiation localisée, il a pris une dose aux extrémités par exemple. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les effets aléatoires ou stochastiques. Ces effets sont des effets qui vont porter sur les cellules somatiques, les cellules du corps humain, les autres cellules étant les cellules sexuelles. Il s'agit d'effets non cancérogènes, je vais en dire un mot, mais la dominance, c'est très largement les effets cancérogènes. Et pour ce type d'effet, on considère qu'il n'y a pas de seuil, qui n'était pas le discours avant, on considère qu'il n'y a pas de seuil, et on prend cette relation, qui est une relation linéaire sans seuil, mais qui traduit la probabilité de voir apparaître un effet, par exemple un cancer, en fonction de la dose. Donc ces deux groupes d'effets, c'est important, ça va déterminer. Alors juste pour illustrer, quand on reçoit, et en général c'est des doses accidentelles, par irradiation localisée, par exemple sur le tissu cutané, les brûlures radiques, et on décrit 3 degrés de brûlure radique, comme vous voyez ici, une radioépidermite sèche, une radioépidermite exudative, ou une radiodermite ulcérante aiguë. Ça, ce sont des degrés qui sont
des degrés de brûlure qui sont obtenus avec des doses élevées. Et c'est typiquement ce qu'on appelle des effets déterministes, le premier groupe. Alors l'objet des limites réglementaires, eh bien, il est très clair, c'est comme ça qu'est fondée la réglementation actuelle. On ne doit jamais voir apparaître d'effets déterministes. Ça veut dire que, comme ces effets ont un seuil, on doit placer les valeurs réglementaires que l'on impose à des niveaux inférieurs à ces seuils. Ces effets déterministes ne doivent pas apparaître. S'ils apparaissent, c'est qu'il y a eu un accident d'irradiation. Par contre, comme je vous ai dit que les effets stochastiques, en particulier le risque d'induction de cancer, si on admet qu'il n'y a pas de seuil, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas les empêcher, donc on doit tout faire pour que ce soit aussi faible que possible. Donc vous voyez la logique qui va gouverner ces niveaux en termes d'une part de valeur limite, mais également de niveau de référence. Alors maintenant, je vais aborder ce sujet, valeur limite et niveau de référence, et il y a ici une distinction qu'il va falloir bien maîtriser. D'abord, entre ce qu'on appelle valeur limite, des contraintes de dose et des niveaux de référence en dose. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'objet, c'est de protéger le travailleur ou le public d'exposition. Maintenant, comment on le protège? Eh bien, d'abord, un individu, il peut être soumis à de multiples sources d'exposition. Il peut y avoir des rejets d'une usine de retraitement, par exemple, une installation productrice d'électricité. Il peut y avoir des rejets d'hôpitaux, il peut y avoir des transports de matières radioactives qui passent devant chez vous. Il peut y avoir de multiples sources d'exposition. En partant de ce principe, la CIPR, qui est une instance internationale qui fait ses recommandations, parle de nécessité de limiter ici les doses pour un individu donné, mais en prenant tous ces éléments. Après ça, quand on raisonne par rapport à une source donnée, par exemple les rejets d'une installation nucléaire, eh bien, cette fois, on raisonne par rapport à l'ensemble des individus qui peuvent être exposés à cette source d'exposition. Et là, on va parler de contraintes de dose pour un individu ou de niveau de référence. Alors, ce petit schéma est intéressant parce que vous avez souvent, et notamment dans les commissions locales d'information, un exploitant nucléaire qui va vous dire « Moi, mes rejets, l'exposition annuelle, c'est 10 microsieverts. » Vous voyez, on est très largement en dessous d'un facteur 100 de la valeur limite pour le public qui est 1 millisievert. C'est pas tout à fait honnête de la part de cet exploitant, parce que c'est pas la valeur limite qu'il doit prendre en référence, mais c'est la contrainte de dose, c'est-à-dire que lui, il est à l'origine d'une source d'exposition. Or, l'individu, pour le protéger, il faut prendre en compte toutes ces sources d'exposition. Alors, ce qui va être très important pour la suite, c'est bien comprendre que quand on décline ces recommandations en valeurs réglementaires, les limites de dose sont par nature infractionnelles. C'est-à-dire que le responsable d'une exposition qui introduirait un dépassement de limite de dose, normalement, il est passible de poursuites judiciaires devant les tribunaux. C'est infractionnel, une limite. Par contre, les contraintes et les niveaux de référence sont des recommandations fortes, donc plus ou moins fortes suivant l'État qui les impose, mais ce n'est pas un caractère infractionnel. Alors, jusqu'ici, et c'est ce que vous trouvez actuellement encore dans le Code de la santé publique en France, jusqu'ici on décline les choses en termes de pratique et d'intervention. Les pratiques, c'est quoi? Eh bien, un industriel du nucléaire, il est dans le cadre de pratique parce qu'il a obtenu des autorisations administratives pour faire tourner sa boutique. Par contre, s'il y a un accident nucléaire, s'il faut intervenir, là, ce n'était pas tout à fait prévu. Donc, on est dans un régime d'intervention. Vous allez voir l'importance de cette distinction. Maintenant, et aujourd'hui, il y a la traduction qui est en train de se faire, la transposition d'une directive européenne qui va changer un peu cette déclinaison. Et on va parler d'exposition planifiée, c'est la même chose que les pratiques. Donc là, vous allez retrouver les industriels du nucléaire. Et puis on va parler d'exposition d'urgence, c'est les premiers jours à la suite d'un accident nucléaire. Et les expositions existantes, ben c'est la suite, les mois, les années, etc. Aujourd'hui, Fukushima, Tchernobyl, c'est des expositions existantes. Alors pourquoi je vous décline tout ça? C'est parce que la réglementation à venir,
quand on reprend les expositions planifiées, autorisées entre guillemets, et les situations d'urgence, eh bien ça se traduit pour des professionnels, par exemple ici par des limites de dose ou des contraintes de dose qui n'existent pas encore dans la réglementation française. Et le débat actuel, c'est est-ce qu'on introduit ces contraintes de dose? Mais c'est les recommandations de la CIPR. Pour le public, des limites également et des contraintes de dose. Donc, un exploitant nucléaire, quand il parle de ces rejets, il devrait se référer à la contrainte et non pas à la limite qui concerne toutes les sources. Et puis également dans le domaine médical, je ne vais pas trop en parler, mais on a également l'équivalent à ce qu'on appelle les niveaux de référence diagnostique. Voilà. Par contre, quand on est en situation d'urgence ou en post-accidentel, eh bien, on parle de niveau de référence. Alors, quand on est donc dans les expositions planifiées, par exemple, les travailleurs du nucléaire, mais aussi le public autour d'une installation nucléaire, quelles sont les valeurs réglementaires actuelles? Et donc, ce sont des valeurs limites, donc j'insiste, infractionnelles. Si vous prenez des travailleurs du nucléaire, ou des travailleurs de certains services médicaux qui peuvent être exposés jusqu'à ce qu'on appelle pour les travailleurs des catégories A, jusqu'à des valeurs limites de 20 millisieverts pour le corps entier, ce qu'on appelle la dose efficace. Et puis, il y a également des doses à certains organes qu'on appelle des doses équivalentes. Vous voyez qu'un travailleur dans certains établissements nucléaires qui ont les mains dans des boîtes à gants, c'est intéressant de savoir et d'avoir des valeurs limites pour la protection des extrémités. Donc on a ici des valeurs qui sont de 500 millisieverts pour la dose peau et la dose extrémité et 150 millisieverts pour le cristallin. Je vais revenir sur ces sujets-là par rapport à des évolutions importantes. Maintenant, les jeunes de 16 à 18 ans, et bien souvent ce sont des stagiaires, ont des valeurs limites qui sont nettement plus bas, c'est-à-dire qu'un jeune ne peut pas être dans une catégorie qu'on appelle la catégorie 1. Ici, ce qu'on applique comme règle, c'est la règle des 3/10, pas tout à fait exact pour le cristallin, mais c'est la règle des 3/10. Et vous le savez, dans le secteur nucléaire, il y a des travailleurs exposés qui sont en catégorie B, et ceux-là, normalement, doivent rester inférieurs à ces valeurs, comme pour les jeunes travailleurs. Et puis il y a le public, donc je vous ai parlé du millisievert pour le public, et puis il y a également ce qui est souvent ignoré, des limites pour la peau et des limites pour le cristal. Voilà. Alors, ces travailleurs, donc distinction catégorie A, catégorie B, avec cette règle des 3/10 pour les catégories B. La femme enceinte, je reviendrai sur les évolutions, mais aujourd'hui, c'est 1 millisievert de la déclaration à la naissance. C'est pas vraiment 1 millisievert par an. Alors vous allez me dire, c'est un fractionnel si on dépasse ces valeurs limites. Maintenant, est-ce qu'il y a malgré tout cette possibilité? Eh bien, actuellement, le Code de la santé publique permet des dépassements, notamment de cette valeur de 20 millisieverts pour les travailleurs, dans des situations tout à fait exceptionnelles. Mais le plafond ne peut pas dépasser un maximum de 40 millisieverts, c'est-à-dire 2 fois cette dose limite. Mais ça peut être uniquement pour des travailleurs en catégorie A, en plus qui sont volontaires, et en plus il faut une autorisation spéciale de l'inspection du travail. Très honnêtement, depuis que ces valeurs ont été introduites en 2002-2003, aucune autorisation n'a été demandée. Donc c'était juste pour information que je vous mettais ça. Concernant cette fois, donc là j'étais bien dans les valeurs limites, infractionnelles. Maintenant, concernant les valeurs de référence, qui sont des recommandations fortes, mais qui restent des recommandations, qui restent des valeurs dites de référence. Pour les expositions d'urgence et les expositions existantes, il y a des propositions de la CIPR qui ont été déclinées en réglementation française de la manière suivante. Lorsqu'il y a une situation d'urgence, la mise à l'abri, c'est 10 millisieverts, donc 10 fois la valeur limite pour le corps entier, pour le public. L'évacuation est déclenchée à partir d'une exposition de 50 millisieverts. L'administration d'Eurostat à partir de 50 millisieverts, mais à la thyroïde. On parle de dose à l'organe.
Et puis, il y a la protection des intervenants, parce que des équipes vont être immanquablement amenées à intervenir pour essayer de restaurer une situation plus ou moins stable. Ces équipes, c'est des équipes spéciales d'intervention. Il y a deux groupes. Le premier groupe, la protection maximale est de 100 millisieverts, mais pouvant aller jusqu'à 300 millisieverts s'il s'agit de sauver des vies. Typiquement, lors de l'accident de Fukushima, TEPCO a instauré, avec l'accord du ministère du Travail japonais, des valeurs limites qui dépassaient nettement les 20 millisieverts pour certaines catégories. Par exemple, les pompiers ont eu des valeurs limites à 50 millisieverts. Les autres intervenants, 10 millisieverts. Voilà. Alors, le petit changement à venir, et ça c'est la dernière recommandation de la CIPR 103 qui a été publiée en 2007, eh bien la CIPR maintenant qui avait produit depuis 1991 plus d'une trentaine de valeurs de référence, s'est dit finalement c'était un système compliqué, et donc on va revenir à un système gradué, et elle propose ce système gradué. Lorsqu'on est en situation d'urgence, un accident nucléaire, eh bien il faut évidemment ne pas dépasser ce niveau de référence de 100 millisieverts. Quand on vient dans une situation d'exposition existante, c'est le post-accidentel, c'est vous découvrez un terrain contaminé, ça existe, même en France, on en découvre parfois, eh bien, la valeur de référence est 20 millisieverts. Vous voyez, c'est ce qu'applique actuellement le gouvernement japonais en déclinant un retour potentiel sur les terrains contaminés dès lors qu'on est en dessous de 20 millisieverts. Évidemment, avec l'idée à un moment donné de tendre, mais quand, au bout de combien de décennies, vers cette valeur de 1 millisievert, qui reste malgré tout, même pour des situations normales, des valeurs encore élevées. Alors très rapidement, mais je ne vais pas vous, puisque on devait parler de toutes ces valeurs de référence, il y en a un grand nombre, il y en a dans le secteur médical maintenant, où clairement des abus ont existé, existent sans doute encore, et donc on a établi ces niveaux de référence en termes de niveau de référence diagnostique, c'est-à-dire que l'on doit essayer d'être en dessous pour certains examens, non seulement de radiologie, mais y compris de médecine nucléaire, on doit être en dessous de certains niveaux de référence. Ça, c'est une démarche qui se place dans le cadre de l'optimisation, c'est-à-dire réduire les expositions. Vous savez que des rapports ont clairement montré qu'en France, deux hôpitaux différents qui vous font le même examen, il y avait parfois un facteur 10 dans la dose délivrée aux patients. C'est énorme, un facteur 10 d'écart pour le même examen. Ces niveaux de référence, on les trouve aussi dans d'autres domaines. Typiquement, c'est le radon, qui est évidemment un problème de santé publique, pour lequel on a actuellement encore deux niveaux de référence, mais la transposition réglementaire, qui est en cours tout de suite, va abaisser ces niveaux de référence pour le radon. Je ne détaille pas, ce serait vraiment un sujet à part. D'autres niveaux de référence existent pour la qualité de l'eau, je n'ai pas le temps d'en parler. D'autres niveaux également existent, les niveaux maximaux dont va parler tout à l'heure Roland Desbordes, donc je ne les traite pas du tout. Donc vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre de valeurs, que ce soit en valeur limite ou en niveau de référence. Alors, je voudrais parler un petit peu aussi de l'évolution de ces normes de base en radioprotection pour souligner un point. D'abord, la découverte, en premier lieu, ça a été la découverte des rayons X qui a eu lieu en 1895. En 1895, même pas un an après, on avait déjà, pour certains auteurs, la description des conséquences pathologiques de ces radiations, notamment décrite par Grubé en 1996, même pas un an après, c'est-à-dire ces brûlures que je vous ai évoquées tout à l'heure sur la main des manipulateurs. Même pas 3 ans après, un autre auteur, Friben, décrit déjà les premiers cancers radio-induits, c'est-à-dire essentiellement à l'époque des cancers cutanés et des leucémies. La conséquence de ces premiers événements qu'on va voir apparaître dans les premières années, c'est y compris sur le plan scientifique, c'est pas anodin, c'est que quelque part on va voir apparaître une discipline qu'on appelle la radiobiologie, qui va s'appuyer sur la cancérogénèse expérimentale.
Et les premiers cancers radio-induits chez des animaux, donc on a une idée très claire de l'effet des radiations, on induit des cancers chez la souris, et ça c'est en 1910, vous voyez, il y a bien plus d'un siècle. Ces cancers cutanés, en particulier, étaient très importants à l'époque. Ils s'expliquent par le fait qu'il n'y avait pas de filtration pour les rayons X de faible énergie. Les mutations, qui bien souvent expliquent l'action cancérogénèse, ces mutations vont être décrites en 1927 par Ernst Müller à partir de ses expériences sur les chromosomes de la drosophile, c'est-à-dire la mouche du vinaigre. En fait, il y a un engouement considérable à l'époque pour ces nouvelles découvertes. On fait des radios pour voir si la chaussure est à notre pied, enfin c'était assez dément. Il y avait un engouement tel qu'on occultait ces effets nocifs des radiations. Mais ce sera quand même reconnu par les sociétés savantes allemandes en 1913 et britanniques en 1915. Alors pourquoi je vous fais ce petit retour en arrière? C'est pour vous montrer qu'on est sur une échelle de 120 ans. Depuis la découverte des rayons X. En fait, très rapidement, on va commencer à introduire des valeurs limites ou des restrictions dès le deuxième congrès international de radiologie en 1928. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution jusqu'à actuellement. C'était à l'époque, on parlait en Röntgen, mais on avait des valeurs limites en Röntgen par jour, puis en Röntgen par semaine. Et ensuite, on a décliné des doses par trimestre. Et aujourd'hui, on décline tout ça en doses annuelles. Si vous regardez bien ces valeurs limites qui ont été introduites en 1934, 600 millisieverts, c'est la traduction du Röntgen, à aujourd'hui 20 millisieverts, vous avez un facteur 30. Un facteur 30, et même si vous prenez les premières restrictions, il n'y avait pas d'industrie nucléaire à l'époque, donc c'était que le secteur médical qui était concerné, c'est un facteur 50. Si vous regardez ces valeurs, on n'est jamais allé dans le sens de dire « Oh ben, on a été un peu excessif, on va réaugmenter les valeurs limites. » Non, c'est toujours aller dans un même sens, au gré des découvertes et des connaissances, dans le sens d'une réduction de ces valeurs de dose limites pour les travailleurs, mais aussi pour le public. Alors, le débat sur les faibles doses, et on va en discuter toute la journée, je voudrais juste l'introduire et parler de ce qui pour moi est une chose importante, en tout cas pour l'accro, c'est-à-dire la révision de ces valeurs actuellement. Alors je vous ai dit qu'on ne doit pas avoir d'effet déterministe, mais il faut limiter les effets stochastiques, en particulier l'induction de cancer. Donc toutes les données que l'on a sur le plan scientifique sont très claires dans toute une zone de dose qui est en gros supérieure à 100 mg, et quand il s'agit de photons, on peut traduire ça par 100 millisieverts. La question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là, qui est pour l'essentiel en situation normale, les expositions des travailleurs et du public. Eh bien là, on peut faire passer des courbes complètement différentes, mais vous voyez, si je me place ici à un niveau de dose, que je vais à la première courbe, vous voyez l'effet. Si je vais à l'extrapolation linéaire, vous voyez l'effet ici. Et si je vais à une relation supralinéaire, vous voyez ici. C'est-à-dire que pour une même dose d'exposition, je peux avoir des effets singulièrement différents. La question, c'est de savoir aujourd'hui où on en est. Sachant que, encore dans le début des années 80, on était avec cette courbe qu'on appelle la courbe quadratique, qui est pratiquement une traduction avec des seuils de dose. Donc l'ACIPR a revu quand même son coefficient de risque à la suite des réévaluations d'Hiroshima et Nagasaki. C'est ce qui fait qu'en 1991, elle l'a en gros réévalué par un facteur 4 à 5. C'est ce qui a entraîné l'abaissement des limites réglementaires qui ont été introduites en 2002-2003 en France. Alors l'état des connaissances aujourd'hui, il y a évidemment énormément de papiers sur le sujet, contradictoires bien évidemment. J'en ai sélectionné un, pourquoi? C'est pas tellement pour vous décliner ce papier, c'est simplement quand on publie dans la littérature scientifique, les gens publient sur un thème par rapport à la discipline de l'équipe. Les gens qui font de l'épidémiologie vont publier en épidémiologie. Les gens qui font de la radiobiologie, etc. Chacun publie dans son domaine. L'intérêt de ce papier, c'est qu'il rassemble quasiment tous les auteurs à l'échelle internationale
les sommités dans le domaine de la radioépidémiologie, de la radiobiologie, des radiophysiciens également. Ils se sont tous rassemblés, c'était complètement nouveau, pour écrire un papier de synthèse. Ce papier a été publié en 2002, et qu'est-ce qu'ils disent? Il y a notamment ce graphe qui est présenté. Vous voyez que quand on regarde en allant vers des doses de plus en plus faibles, ce qui apparaît significatif, c'est ce qui est en rouge, jusqu'à ce groupe d'études qui montre des valeurs de 34 millisieverts. 34 millisieverts, à ma connaissance, c'est nettement inférieur à 100 millisieverts. Et qu'est-ce qu'ils indiquent? Alors, je vous traduis, c'est que l'extrapolation linéaire pour le risque de cancer vers les très faibles doses est sans doute la méthodologie la plus appropriée. Donc quand, et en particulier depuis l'accident de la catastrophe de Fukushima, on entend beaucoup d'auteurs nous dire qu'en dessous de millisieverts, circuler, il n'y a rien à voir, considérant qu'il s'agit d'un seuil d'innocuité, il y a déjà une réponse qui était antérieurement présentée. Donc la question des faibles doses, un point, alors c'est juste pour vous l'évoquer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un sujet d'actualité dans le domaine de la radiobiologie qui remet en cause d'une certaine manière le dogme de la radiobiologie. Il y a toute une série de papiers qui sortent sur ce sujet, qu'on appelle les dégâts collatéraux, l'effet Dysoner, etc. C'est quoi? Eh bien, c'est que le dogme de la radiologie, c'est de dire, si j'irradie une cellule, si je bombarde, et ça, il fallait un outil technologique qu'on n'avait pas dans le passé, mais qu'on a maintenant, on est capable de bombarder des radiations sur une seule cellule. Et normalement, le dogme de la radiobiologie nous dit, eh ben, c'est la cellule atteinte qui va présenter les manifestations pathologiques. Sauf que, expérimentalement, depuis qu'on a cet outil, on s'aperçoit que les manifestations touchent la cellule, mais également des cellules périphériques qui n'ont pas reçu les radiations. Et ça interpelle fortement, et ça interpelle fortement dans ce domaine des faibles doses. Si je vous prends ici, et vous voyez c'est très important, il s'agit de ruptures sur des échanges chromosomiques, donc notre patrimoine génétique, c'est quand même fondamental, et vous voyez que les niveaux d'exposition ici, on est en milligrés. On est en milligrés, c'est des doses relativement faibles. Et quand on regarde expérimentalement, si c'était l'extrapolation linéaire, vous auriez cette droite. Et quand on regarde ce qui se passe, eh bien on s'aperçoit que dans ce domaine des faibles doses, en fait, il y a un effet qu'on peut qualifier de supralinéaire. De la même manière ici, quand on regarde, ici il s'agit d'induire sur des cellules des mutations sur des antigènes de surface d'une cellule, voici ici ce que nous dit le modèle linéaire et sans seuil, et voici ce que nous dit l'expérimentation, c'est-à-dire dans ce domaine des faibles doses, en fait, on a un effet qui est supralinéaire. Pour gagner du temps, je ne vais pas vous exposer ce schéma sur les chromosomes, mais c'est la même chose, ça nous traduit un effet supralinéaire. C'est très important, on est dans un domaine de dose faible. Un autre élément qui a été publié, c'est une publication qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a soulevé un intérêt très fort, qui a été publié en 2002 par l'équipe de Roskam, c'est de comprendre les mécanismes de réparation. Parce que des lésions induites, en particulier sur notre génome, c'est une chose, mais on sait qu'il y a des mécanismes de réparation, et on sait qu'en fait que maintenant, les pathologies, en particulier cancéreuses, sont plus le résultat de défauts de réparation de ces lésions radio-induites. Et en fait, vous ne voyez pas bien ici, je suis désolé, mais en fait, jusqu'à une date récente, on ne pouvait regarder ces lésions chromosomiques qu'en délivrant des doses de l'ordre de quelques grès. C'est des doses quasiment de radiothérapie. Et pourquoi? Parce qu'on utilisait des techniques, l'électrophorèse bidirectionnelle, peu importe le nom, qui ne nous permettaient pas de voir en dessous. Et puis, il y a eu un outil biotechnologique qui est sorti, qui est magnifique, et qui nous permet de descendre d'au moins un facteur 1000. On est capable de voir des événements dans des domaines de doses de l'ordre du milligré, ce qu'on ne savait pas faire il y a une bonne dizaine d'années. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on peut voir maintenant ces mécanismes de réparation dans des niveaux d'exposition de l'ordre du milligré. Regardons ce qui se passe.
À des cellules, on va délivrer et on va regarder les cassures chromosomiques qu'on appelle les cassures double brin. Quand on délivre des doses de l'ordre de 20 mg, on s'aperçoit, c'est les barres blanches, on s'aperçoit qu'avec le temps, jusqu'à 2 heures, 24 heures, on s'aperçoit qu'on répare relativement bien ces lésions sur les chromosomes. Quand on délivre 4 fois moins, 5 mg, on répare mais un peu moins bien. Et quand on délivre de l'ordre du milligré, cette fois, eh bien, on n'arrive pratiquement plus à réparer ces lésions chromosomes. C'est-à-dire que le système, de façon très triviale, c'est on induit des événements, mais qui ne sont pas suffisants pour déclencher les mécanismes de réparation. Donc là encore, on peut s'interroger sur les risques aux très faibles doses. Ça, c'est l'aspect radiobiologique. Quelques mots sur l'aspect épidémiologie. André, tout à l'heure, l'a évoqué en parlant justement de cette étude qui est sortie par le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer et l'IRSN. Je ne vais pas tout vous détailler parce qu'on est pris par le temps. Je voudrais juste vous montrer ce qui est important aujourd'hui, puisque tout notre système de radioprotection, il est basé pour l'essentiel sur les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki. Quand on essaye de comparer ce que l'on sait comme risque ici induit de leucémie sur les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, à cette étude qui a été menée sur des travailleurs de 3 pays, Grande-Bretagne, États-Unis et France. Quand on regarde l'excès de risque relatif, alors je ne vais pas vous expliquer, c'est peut-être un peu compliqué, mais vous voyez que si cet excès ici, il était égal à 0, ça veut dire qu'il n'y aurait aucun effet des radiations. On voit qu'il n'est pas égal à 0, et il y a donc un effet par unité de dose des radiations. Quand on regarde ici les travailleurs exposés, eh bien on constate ici que ce coefficient de risque, c'est pratiquement le même qu'ici. Ça veut dire que par unité de dose, le risque de leucémie est 4 fois plus élevé, par unité de dose. Alors ça c'est important, pourquoi? Eh bien parce que ici, on a une cohorte de personnes qui ont été irradiées avec des doses fortes et aiguës. Là, on a des travailleurs qui ont été exposés à des doses beaucoup plus faibles et chroniques sur le long terme. Ici, leur exposition, elle est cumulée sur en moyenne 27 ans. Sur 27 ans, ils ont cumulé environ, en moyenne, 24 millisieverts, c'est-à-dire de l'ordre du millisievert par an. Vous voyez, c'est dans des doses faibles, entre guillemets, et chroniques. Et on s'aperçoit que le coefficient de risque est le même. Pour les leucémies, si je regarde tout cancer, je m'aperçois que là encore, il y a un risque significatif d'excès de cancer, et que je retrouve ici ce risque significatif, même un peu plus élevé, pour les travailleurs exposés à des doses faibles et chroniques. C'est important, pourquoi ça? Parce que, en gros, les autorités internationales actuelles nous disent, comme on sait ce qui se passe dans les fortes doses, eh bien, dans les faibles doses, comme on ne sait pas trop et qu'on a des doutes, on va réduire d'un facteur 2 le risque de cancer radio-induit. Et en fait, ce facteur 2 de réduction du risque n'a pas lieu aujourd'hui d'exister. Ça, c'est un point important. Donc, il y aurait une réévaluation à faire de ce risque radio-induit. Des évaluations prospectives du risque, certains en font, jamais en France. Ça se fait en Grande-Bretagne, aux États-Unis, où on n'hésite pas à faire des projections de risque. C'est-à-dire de dire, en se basant sur les modèles actuels, de dire quel serait le nombre de cancers attendus, théoriques, cancers théoriques, par rapport à des expositions, par exemple, de patients. Vous avez des publications, j'en ai pris une ici en exemple, où on vous dit, pour toute une série de scanners, suivant les zones exposées, et ici le total, voici 57 millions de scanners qui sont délivrés aux États-Unis. Voici le nombre de cancers attendus du fait de ces expositions. 18 000, 11 000, etc. Et le total, 29 000. C'est une évaluation théorique, c'est une projection, ce n'est pas des cancers réels. On se base sur des modèles actuels pour dire ce qu'on attendrait. Ça, c'est totalement condamné par des chercheurs français qui n'admettent pas qu'on fasse ces projections. En gros, c'est l'argument, ça va foutre la trouille aux gens, ils ne voudront plus subir d'examens médicaux. Maintenant, regardons ce que sont, non pas des cancers théoriques, mais des cancers authentiques.
enregistrées. C'est effectivement des publications tout à fait récentes, cette fois-ci, c'est la publication de Pierce qui a été publiée dans Lancet en 2012, où ils ont regardé des scanners délivrés à la fois dans la région de la tête et dans la région du thorax. Et vous voyez ici, c'est très intéressant, c'est le nombre de scanners qui a été pris en compte, qui est très élevé. Et la cohorte de patients, c'est-à-dire ici des enfants, 178 000. C'est important parce que sur le plan statistique, c'est ce qui va donner ou non de la significativité. Et quand on regarde le résultat de cette étude de Pierce et de ses collègues, eh bien on s'aperçoit que lorsque l'on a donné des scanners au niveau du thorax, et quand on compare en fonction des groupes de doses qui ont été reçus par ces enfants, on s'aperçoit que le risque de leucémie, il est multiplié par plus que 3. Quand c'est des scanners à la tête et qu'on compare ici deux groupes de doses, en répartissant les enfants dans les groupes de doses, on s'aperçoit que le risque de cancer du cerveau est multiplié là encore par plus que 3. Ça a entraîné, alors dans la littérature scientifique, un tir à boulet rouge, mais c'est intéressant de lire ces critiques, parce que personne n'a critiqué, notamment les sociétés savantes de radiologie, personne n'a critiqué cette étude sur le fond. En fait, les critiques portaient tout le temps, si vous dites ça, vous allez foutre la trouille aux gens. Et en Australie, c'est vrai qu'il y a eu une réaction, beaucoup de gens ont refusé de passer des examens. Donc c'est en fait la réaction psychosociale qui était mise en cause et non pas l'étude elle-même. Vous avez souligné un autre article, mais je n'ai pas le temps. L'autre étude la plus importante qui a eu lieu en Australie, c'est l'étude de Matthew. Elle est importante, pourquoi? Parce que c'est la plus grande cohorte que l'on connaît depuis Hiroshima et Nagasaki. C'est une cohorte parmi quelques dizaines de millions d'enfants en Australie. C'est une cohorte qui porte sur 680 000 enfants qui ont été suivis jusqu'en décembre. Et la date de départ, c'est 1985. Un scanner, la dose qu'ils ont pris en référence est de l'ordre de 4,5 millisieverts. Elle n'a pas été évaluée par scanner, ils l'ont prise en dose moyenne. Et bien là encore, ils regardent cette fois tous les cancers susceptibles d'être radio-induits, et l'excès de cancer est tout à fait significatif. Je ne vous traduis pas ces éléments statistiques, mais l'excès de cancer est significatif, plus 24%. Et si on s'intéresse à la tranche d'âge plus faible, c'est plus 35%. La question, elle est importante, c'est que cette étude elle porte sur un suivi des enfants en moyenne depuis 9,5 ans. Or, vous savez que le temps de latence pour les leucémies est assez court, on considère que c'est environ 2 ans, mais pour des cancers solides, ça peut être quelques dizaines d'années, 15, 20, 30 ans. Donc la question qui se pose, c'est l'avenir, et j'espère que ces auteurs poursuivront leurs études. Je vais presque arriver à la fin pour exposer ces révisions. Vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai fait l'historique, qu'on a réduit considérablement les valeurs limites pour les travailleurs et pour le public. En fait, il y a aujourd'hui encore des révisions qui sont en cours, qui montrent qu'on a, là encore, sous-estimé le risque lié aux radiations ionisantes. Typiquement, c'est l'induction de la cataracte, cette opacité du... 5-10 ans après, c'était classé en effet déterministe, et on estimait que les seuils de dose, c'était de l'ordre de 5 Gray pour des neutrons, 10 Gray pour des rayons X. En fait, on a ici une quantité, ces dernières années, d'études qui sont sorties, et y compris pour les liquidateurs de Tchernobyl, mais y compris les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, et surtout en milieu médical. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui, et c'est la CIPER qui l'a exprimé récemment, c'est qu'on s'est complètement planté sur cette valeur seuil pour les effets déterministes. Cette valeur seuil, elle n'est pas à 5 Gray ou 10 Gray, elle est à 0,5 Gray, estimée aujourd'hui, et on pense même qu'elle pourrait qu'il pourrait y avoir en fait aucune valeur seuil. Eh bien ça c'est très important, pourquoi? Parce que si vous reprenez le tableau que je vous ai exposé tout à l'heure, dans les années 70, les limites pour le cristallin c'était 300 millisieverts. En 1990, on a dit 150 millisieverts. Et là actuellement, il y a une transposition en cours de la dernière directive européenne, et la valeur limite pour les travailleurs de catégorie A, c'est 20 millisieverts. Là encore, un abaissement considérable de cette valeur limite, parce que là encore,
des informations scientifiques sont venues démontrer qu'on avait sous-estimé le risque. Et donc, mon épilogue, je vais aller vite parce que c'est ma dernière diapo. It's time to change, c'est-à-dire en gros, il est grand temps de changer. C'était le titre d'une présentation que j'avais fait lors d'un séminaire de radioprotection où j'avais, de façon résumée, présenté un peu ça. C'est que nos valeurs que je vous ai exposées, ces fameuses valeurs réglementaires, valeurs limites pour le public, les travailleurs, etc., quelle est l'origine ? Eh bien, c'est des valeurs qu'on a aujourd'hui en application, mais l'origine, en fait, c'est la traduction réglementaire d'une directive européenne qui a eu lieu en 2002-2003. Cette directive, elle a été publiée en 1996. Elle est basée sur les recommandations de la CIPR de 1990, qui elle-même a basé ses travaux pour l'essentiel sur la révision dosimétrique de 1986 sur les survivants d'Hiroshima et Nagasaki. En clair, une information scientifique qui date de 1986, milieu des années 80, 30 ans après, on est toujours sur ce schéma-là et sur cette base de données scientifiques. Or, je viens de vous démontrer, mais en raccourci parce que je n'ai pas tout traité, que depuis, en 2000, 2003, 2012, 2013 et récemment 2015, on a toute une série d'informations dans le domaine de la radiobiologie, mais aussi dans le domaine de la radioépidémiologie, qui montrent qu'on sous-estime aujourd'hui clairement ce risque radioactif. Il est donc grand temps, comme je le proposais, de changer, mais je ne suis pas toujours écouté dans certaines instances. Et je vais donc vous remercier de m'arrêter là. Désolé si j'étais un peu long, j'ai fait du raccourci.